Tu veux investir dans l'immobilier, acheter ton premier bien ou passer de 1 à 2 biens? T'as entendu parler des biens Casco? C'est quoi exactement? Eh ben, on va en parler dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Topagent en collaboration avec Eloya, PNV et Imovlan. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, un casting incroyable. On va retrouver un visage que vous avez pu déjà voir dans un épisode précédent. Monsieur Leslie Gentric est avec nous. Bonjour Leslie. Bonjour. Agent immobilier, promoteur, investisseur. Beaucoup de casquettes celui-ci. On voit que l'immobilier, c'est une vraie passion, quoi. Une passion, tout à fait, depuis 23 ans. Oui. Ça fait longtemps. Ouais. Quelle sensation là de revenir sur ce magnifique plateau? Ah ben, je suis très enchanté de revenir, de voir des nouveaux interlocuteurs et de te revoir surtout. Ah, merci pour cette passe décisive. C'est vrai qu'on a deux nouveaux visages. Alors, ils n'intègrent pas l'équipe des chroniqueurs, mais par contre, de par leur expérience, c'est important de les recevoir. Forcément, on parle des biens Casco, et donc il nous fallait un entrepreneur, quelqu'un qui met la main dans le cambouis, qui construit, qui rénove. Alexandre Hendrix est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Davy. Première fois devant une caméra, première fois derrière un micro. Ça va bien se passer, je te rassure. Je te fais confiance. Et puis, enfin, des femmes dans cette émission, dans ce podcast. Lila est avec nous. Lila qui a acheté justement un bien Casco. Bienvenue Lila. Bah, merci beaucoup. Pas trop stressé? Ça va le faire, je pense. Ça va, t'es bien entouré, on est bien. Voilà. T'as ta petite tasse Rendez-vous des Proprios. Tu peux boire à tout moment si tu te sens stressé. Tout va bien. Dans un instant, tu vas nous partager donc ton histoire, puisque toi, t'y es allé, t'as osé acheter finalement un bien qui était vide pour pouvoir le personnaliser, notamment à tes goûts. Mais on va y revenir dans un instant. Je pense que la première question que j'ai envie de vous poser, finalement, c'est quoi un bien Casco? Parce que je pense que c'est un terme qui est surtout utilisé un peu dans le milieu de l'immobilier. On voit ce terme s'afficher de temps en temps sur Imovlan, etc. Quand on voit des biens. Donc c'est important qu'on redéfinisse ça. C'est quoi un bien Casco, Leslie? Eh ben écoute, c'est très simple. Ce nom un peu barbare Casco, où on a un peu du mal à savoir exactement ce que ça veut dire. En gros, c'est surtout d'acheter un bien, par exemple, avec une enveloppe fermée. Donc on a un toit, des murs, des châssis. Et donc c'est étanche à l'air et à l'eau. Voilà, principalement. Définition technique magnifique, mais d'où vient le mot Casco, Alex? Je sais que tu as été chercher, est-ce que tu as préparé cette émission? Il y en a qui bossent ici. Prenez-en de la graine, Lila et Leslie. Ça veut dire quoi, Casco? Ça vient d'où? Alors l'étymologie du terme viendrait apparemment, ça reste encore à vérifier, mais viendrait du latin splitter, ça veut dire séparer, et plus spécifiquement de l'espagnol, qui serait le casque qui protège la tête. Ok, bah voilà. Donc voilà. Ça vient de quelque part, quoi. L'enveloppe protège ce qu'il y a à l'intérieur, et l'intérieur n'est pas encore là, puisque quand on achète Casco, il faut tout faire soi-même. Lila, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter un bien Casco? Bonne question. Et pas un bien fini, tu rentres, tu te poses, tu mets tes valises. Dans quelle expérience je me suis engagée? Moi, en soi, j'ai voulu toujours avoir un bien immobilier à moi, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des visites que je faisais, je trouvais vraiment jamais ce qui me plaisait, donc en termes d'espace, en termes de goût, et j'avais vraiment envie de retaper l'ensemble de mon appartement, et bêtement j'ai tapé un jour Casco sur internet, comme mes parents l'ont fait en fait il y a 3 ans, et par chance j'ai trouvé un super bien qui était à 2 pas de chez moi. Et je me suis lancée dans l'aventure, j'ai été visiter et coup de cœur, je me suis lancée dans le projet. Et t'as pas eu peur? J'ai pas eu peur parce qu'en soi c'est ce que je voulais depuis le départ. Après c'est vrai qu'en termes de finances c'est quand même un gros projet, donc il faut savoir dans quoi on s'engage, il faut savoir que c'est des coûts, que c'est une expérience qui est longue et qu'il faut quand même du temps à la réaliser, donc c'est sûr que ça fait peur, mais si on veut le faire... on peut y arriver, quoi. L'argument premier pour toi, c'était donc de pouvoir finalement aménager ce bien comme tu le souhaitais, avec les matériaux, le mobilier que tu souhaitais. C'est souvent l'argument premier qu'on retrouve chez les acheteurs que tu rencontres? Alors commercialement, oui, parce qu'en fait, finalement, on vend un cube vide. Et donc, on a des espaces complètement ouverts, ce qui pour le candidat, quand il arrive, il se dit « Ah, waouh, ici, il y a un bel espace, une belle hauteur, etc. » Ce qui permet de personnaliser complètement, d'imaginer, bien sûr en respect d'un permis d'urbanisme ou dans le respect d'une configuration qui est déjà plus ou moins existante au niveau urbanistique. On va parler quand même d'argent, et tout à l'heure en fin de podcast on va retrouver Anthony Urbain, aussi un des personnages de cette saison, notre conseiller financier, lui qui sait tout sur la moula. En parlant de moula, c'est aussi un vrai argument, mettons les pieds dans le plat directement. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt financier aussi au-delà du côté personnalisation, décoration d'intérieur? J'imagine qu'il y a une question d'argent aussi derrière les là. Moi personnellement je m'en rendais pas compte au départ, je vais pas mentir.
mentir, je voulais faire un investissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, acheter un bien Casco, c'est bien plus qu'un investissement pour le retaper, mais c'est vraiment aussi une plus-value énorme. Je pense que du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter à des prix très bas, mais arriver tout de suite au niveau d'une plus-value beaucoup plus élevée en fin de réalisation, quoi. Une plus-value énorme, ça nous inspire, ça nous donne envie. Bien, Alex, on va venir chez dans un instant, parce que toi, les biens Casco, finalement, toi, ça t'arrange, puisque la grande majorité des propriétaires, j'imagine, ont besoin à un moment donné de faire appel. Ce ne sont pas tous des bricoleurs, donc ils font appel à des gens comme toi qui peuvent rénover. On va essayer de savoir aussi, finalement, est-ce que ça coûte cher de faire appel à un entrepreneur? Est-ce que ça tue pas toute la marge, toute cette plus-value intéressante? Ou alors un bien Casco, Leslie, il faut quand même avoir un minimum de compétences pour bricoler soi-même? Alors, soit on a des compétences, soit on est bien encadré. Ça dépend un petit peu en fonction de l'achat. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que le candidat va acheter et va payer des droits d'enregistrement sur un bien qui est moins cher, puisque fatalement, il y a toute une partie à faire par lui-même. Et lui, après, quand il va faire ses travaux, par exemple, sur de la rénovation, sur un bâtiment de plus de 10 ans, il va payer de la TVA à 6%. Donc il y a un petit gain par rapport à ça, et puis c'est cette personnalisation, et puis surtout, tout le monde connaît quelqu'un qui place un parquet, qui installe une chaudière, etc. Et on peut économiser peut-être un peu là-dessus, et puis prendre évidemment un entrepreneur, ça c'est prioritaire, pour coordonner et pour être sûr que le travail soit correctement fait de A à Z. Mettons des chiffres un peu sur la table. Prenons un bien à 100 000, la plus-value. Bon, un bien à 100 000, on est d'accord, aujourd'hui, à part au fin fond de Souvray ou de je ne sais quelle commune du Hainaut. Mais prenons un chiffre qui permet aux gens de pouvoir calculer facilement. Un bien à 100 000 qu'on achète Casco, la plus-value derrière qu'on peut aller chercher, ce serait combien? Moi, je vais dire qu'un bien Casco, on peut l'acheter peut-être plus ou moins 2 000 € le mètre carré, imaginons, hein, okay. Entre 2 et 3 000 à Bruxelles aujourd'hui, parce qu'il y a des quartiers qui ont quand même fortement augmenté. La rénovation peut coûter, alors là, c'est mon avis, puisque je suis promoteur, donc j'ai mes coûts de rénovation dans les 1000-1100 € le mètre carré. On peut avoir un peu moins, mais ça va dépendre. Un entrepreneur va peut-être plus être à 1200, 1300, 1400, ça je te laisserai dire. Et donc, voilà, on se fait cette plus-value là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on achète moins cher, on rénove au coût qui est convenu, etc. Et donc la plus-value, elle est dégagée assez rapidement. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans la voiture, sur Spotify, Apple, Deezer. Ils commencent à calculer dans leur tête le pourcentage, par exemple, du gros œuvre. Donc sur 100%, le gros œuvre, le coût du gros œuvre, c'est combien de pourcents, Alex? C'est moins de la moitié. Moitié. C'est pas, le gros œuvre en tant que tel n'est pas ce qui coûte le plus. Généralement, on dit que dans le bâtiment, la finition coûte le plus d'argent, puisque c'est là où on perd le plus de temps. Donc c'est le temps qui détermine généralement le prix qu'on demande aux clients. Et par rapport au contexte actuel, les crises, la guerre, tout ça, est-ce que c'est encore vraiment intéressant d'aller chercher à rénover soi-même, à bricoler soi-même, Leslie? Moi, personnellement, je trouve que oui, parce que même si effectivement il y a eu ce phénomène d'augmentation des coûts, j'ai l'impression que ça se tasse. Après, évidemment, ça dépend peut-être des provenances de certains matériaux, etc. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste intéressant. C'est plus cher, mais comme tout augmente. Bon, voilà, il faut faire avec, hein, il faut rester optimiste. Lila, toi, tu as acheté il y a 1 an. C'est ça. Donc, t'es toujours pas dans ton appartement. C'est bien, c'est pour bientôt. J'espère. Ouais, ça fait quand même 1 an que je suis dans l'aventure là, et pour le moment, on est en train de mettre en place du coup tout ce qui est organisation des communs. Donc, vu que ça a été une maison unifamiliale qui a été divisé en 5 lots d'appartements. Chacun a retapé son appartement à lui, mais du coup maintenant on doit mettre en place tout ce qui est gaine technique commune, donc les passages d'eau, d'électricité, et c'est vrai que ça c'est... on va parler des avantages et des inconvénients aussi, et notamment de cette configuration là où l'immeuble est composé de plusieurs appartements, où il faut jouer avec différents propriétaires. Mais maintenant, avec cette année qui est passée, par rapport justement à cette plus-value que tu recherchais, aujourd'hui tu es toujours dans ce délire de se dire j'ai fait une bonne affaire, ou tu dis ouh là, j'ai peut-être un peu déconné, mal calculé. C'était dur parce que j'ai dû mettre beaucoup de fonds, mais au final, maintenant, en faisant réexpertiser, je garde le sourire parce que je me dis que j'ai eu raison, quoi. Ok, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, donc vraiment ayez l'œil sur ces fameux biens Casco. Alors question bête, des biens Casco, il y en a beaucoup, c'est une denrée rare, Alex? Je pourrais pas répondre avec une affirmation totale. Par contre, j'en vois pas beaucoup personnellement. C'est pas quelque chose qui est courant dans mon activité. Leslie, toi, avec ta casquette d'investisseur immobilier, c'est vrai que tu recherches particulièrement ces biens-là. T'en trouves facilement? Trouver, pour moi, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'un bien Casco, je le rends Casco. C'est-à-dire, j'achète un bien qui est occupé, qui est
peut-être qui n'a pas été rénové depuis très longtemps, qui correspond pas du tout aux normes, au niveau sécurité, électricité, etc. Et donc, moi, je vide l'immeuble de tout son contenu. D'accord. Alors, soit il y a un permis, soit il n'y en a pas, parce que c'est déjà reconnu en plusieurs appartements. Je vide tout ce qui est sanitaire, électricité, carrelage, les sols, même les câbles électriques, les tuyaux, les chaudières. Il n'y a plus rien. Donc, on achète vraiment quelque chose où on a 4 murs. Mais tu es sur une niche, ou alors il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. Et donc, comme il y en a beaucoup qui font ça, derrière, pour les futurs propriétaires, parce que c'est quand même le rendez-vous des proprios, donc ils peuvent en trouver. Et sur Imovlan, est-ce qu'on trouve facilement des biens Casco, ou c'est vraiment infime? Alors, celui qui veut faire du Casco, il va le faire. Donc, je veux dire, c'est accessible. Maintenant, en trouver, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'effectivement, dans les rubriques, on n'a pas sur les médias comme Imovlan, etc., une catégorie Casco. Ah bah alors justement, comment on fait? Comment toi, tu as trouvé ton bien Casco sur Imovlan? Tu l'as trouvé sur Imovlan en plus? Je l'ai trouvé sur Imovlan. Comment t'as fait? Je l'ai tapé, simplement. Bien Casco. Bien Casco à vendre à Bruxelles. Et du coup, je suis tombée dessus directement. Ah, merci Google. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est finalement, là, parce que ce n'est pas mis dans les catégories sur les plateformes en ligne, mais par contre, c'est souvent mis dans le descriptif. Et donc, il y a un référencement naturel qui se fait. Donc, en tapant bien Casco sur Imovlan, on peut trouver des biens Casco. Mais ils sont rares. Moi, je veux dire, j'ai quand même fait 1 an de recherche d'appartement et sur les 1 an, j'en ai trouvé peut-être 3. Mais c'est vrai que de toute façon, après, globalement, quand on parle avec les propriétaires qu'on rencontre, souvent ils disent aussi qu'ils mettent ce temps-là parfois aussi pour trouver un appartement ou une maison qui n'est pas Casco. Donc ça reste un timing finalement qui reste correct. Le choix n'est pas le même. C'est-à-dire tu as beaucoup plus de biens prêts à vivre dedans qui sont disponibles sur le marché que des biens en Casco. Ouais. Donc à partir de là, si elle en a trouvé 3 en 1 an, elle pourrait probablement trouver une vingtaine. Oui, c'est ça. Prêts. Okay. Ouais, le problème d'acheter un bien rénové, c'est que s'il a été rénové pour la revente, on va l'acheter, on va le payer un certain prix qui va parfois pas être justifié par rapport au vendeur parce que la qualité ne sera peut-être pas la qualité escomptée pour un propriétaire qui veut y habiter, mais ça a peut-être été rénové plus dans un état d'esprit de location. Où on va avoir des matériaux peut-être de moindre qualité. Et donc celui qui achète un bien rénové et qui se dit « Ok, mais ceci, ça me plaît pas et ça non plus, je décide quand même de l'enlever et de rajouter un budget en plus, c'est dommage. On va casser du rénové pour remettre autre chose, etc. » L'avantage du Casco, en tout cas pour un entrepreneur, c'est qu'on démarre presque sur une page vide. C'est facile, on peut attaquer ces techniques. Je veux dire, au niveau du travail, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple parce que tout a été évacué ou en tout cas ou acheté comme ça. Parce qu'à la base, le Casco, c'est aussi de la promotion, c'est-à-dire de la construction neuve. On achète des biens que le promoteur immobilier a construit en gros œuvre fermée et donc tout est neuf mais vide. Continuons maintenant à parler un peu des avantages et des inconvénients. C'est vrai que j'ai entendu plus-value, j'ai entendu personnalisation. Quels sont les autres avantages et inconvénients? J'ai pu lire en faisant quelques recherches aussi que l'intérêt aussi, c'est que parfois on n'a pas les fonds nécessaires pour acheter un bien fini. Et en achetant un bien Casco, on peut se dire ok, je vais étaler sur plusieurs années mes travaux, faire le rez-de-chaussée, le premier étage et le toit, ou je le ferai plus tard. Est-ce que c'est aussi un avantage finalement des biens Casco? Pas forcément, non. Ou ma manière de penser est nulle? Tu risques de te retrouver dans une période où tu vas vivre dans un chantier. C'est pas forcément l'idéal pour ceux qui veulent investir dans ce type de projet. Mais ça peut permettre, Alex, ça peut permettre aussi de se dire ok, moi j'ai trouvé un bien qui potentiellement à terme peut valoir 300, 400 000 euros. En fait, j'ai que 200 000. Alors au lieu de prendre un petit bien, j'achète ce bien-là, mais par contre, je vais petit à petit. Non, c'est pas malin de considérer que l'aspect financier de ce genre de projet. Il faut pas oublier que dans un projet pareil, t'es pas tout seul. T'es généralement avec une femme ou un homme. Des enfants peut-être aussi, qui doivent étudier. Donc si tu vis dans un chantier, ça a des conséquences morales importantes, des conséquences émotionnelles sur la gestion du quotidien. J'ai vu beaucoup de couples vivre des moments difficiles dans ce genre de travaux-là. Donc, c'est pas forcément qu'un élément positif. Mais c'est intéressant de le mettre en évidence. C'est quand on parle maison, on pense briques uniquement, alors que c'est un vrai projet de vie. Toi, Lila, tu le vois, ça fait 1 an, j'imagine. Alors, je sais pas où tu vis, mais t'attends ton bien depuis 1 an. Les travaux peuvent prendre du temps parfois, plus de temps que prévu. Et t'es là et t'es toujours pas chez toi, quoi. Non, pas encore. Mais après, je rebondis sur ce qu'il disait. C'est juste que je pense qu'aussi, quand on achète Casco, on doit quand même s'attendre à ne pas pouvoir terminer le bien comme on se l'est imaginé, et je pense que c'est le jeu en fait au final, et moi en tout cas c'était un projet perso que j'ai voulu mener comme ça, et même si je suis pas dedans encore aujourd'hui, je pense qu'il faut être conscient que ça prend du temps et que même s'il n'est pas terminé, il est vivable, et on peut s'en sortir aussi comme ça, je pense, parce que je pense que les Casco en termes de charge de travail, et surtout si par exemple moi dans mon cas comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appartement qu'on a acheté avec plusieurs propriétaires, donc ok, mon appartement est terminé bien, mais j'ai encore tous les communs à réaliser. À terminer, ouais.
D'autres avantages, d'autres inconvénients qu'on peut mettre en évidence Elle parle des parties communes, donc on peut embrayer là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut être un gros problème. À partir du moment où on a ici, dans son cas, donc 5 propriétaires qui achètent des appartements, Casco, c'est bien, ils rénovent chacun. Donc déjà, il faut voir au niveau de la coordination des entrepreneurs, parce que si on a 5 entrepreneurs, ils n'ont peut-être pas tous la même vision ou la façon de faire les choses. Et alors les parties communes, c'est encore un peu plus compliqué, parce que les parties communes, ils doivent chacun intervenir financièrement en fonction de leur quotité de leurs biens. Mais peut-être que quelqu'un qui habite au dernier étage voudra qu'on rénove complètement l'escalier, qu'on mette un enduit spécial et un vernis, etc. Celui du rez-de-chaussée, il va dire oui, mais moi je prends jamais l'escalier, donc moi on peut mettre un tapis, c'est bien, et en plus quand vous montez ça fait pas de bruit pour moi. Donc on peut rentrer dans des débats et dans des litiges. Et comme comment ça se gère ça, par exemple sur un immeuble avec 4 appartements, il n'y a pas forcément de syndic, je pense. On peut créer un syndic, donc soit on s'en sort si on a de la chance et qu'on est bien entre nous, entre les propriétaires, on peut gérer totalement entre nous, c'est ce qu'on a commencé à faire. Après, quand les soucis arrivent, c'est vrai que parfois on peut y repenser et se dire ok, est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre en place un syndicat, et ça du coup ça s'organise et ça se finance aussi. Et dans la pratique, s'il y en a un qui n'a pas la thune, comment ça se passe? Tout le monde est bloqué? C'est pour ça que tout le monde est bloqué. C'est pour ça que l'idéal c'est un syndic, parce qu'à ce moment-là, lui, il peut aller un peu plus loin dans les faits, quoi. Parce que si tout le monde est bloqué, c'est un peu problématique. Ouais. Ah ouais, chaud. Dans un instant, on va un peu parler justement travaux, rénovation, matières premières avec toi, Alex, parce qu'il y a des gens là qui sont chauds, qui disent pourquoi pas, qui passent au-dessus du problème justement que tu viens d'évoquer, ou du problème des autres propriétaires et de la collaboration qu'il faut mettre en place. Mais continuons un peu dans les avantages et inconvénients. Il faut qu'on parle un peu argent, fiscalité. On l'a un peu évoqué au début. Tu parlais des droits d'enregistrement. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts financiers à aller dans du bien Casco? Au niveau des travaux, je pense que de toute façon, ça revient plus ou moins au même. Hein, non, pas forcément, parce que s'il ne faut pas abattre l'existant, il y a moins de frais à mettre en place. Ah oui, parce qu'il y a une démolition, une évacuation, comme je disais avant. Oui, donc là, c'est un gain de ton côté et du côté de l'acheteur, mais l'acheteur aura payé un prix, c'est vrai, beaucoup moins, donc oui, ça reste intéressant. Encore d'autres avantages financiers, j'imagine aussi qu'un des intérêts, puisque tout est à nu, c'est aussi de pouvoir peut-être challenger entre les différents entrepreneurs, puisqu'on peut choisir son entrepreneur, Alex. Oui, bien sûr, on peut le choisir. Il faut avoir plusieurs propositions devant soi. Toi, c'est plus simple pour toi de pouvoir faire un devis clair, clean et précis en ayant un bâtiment à cœur ouvert, quoi. Dans mon devis, je signalerai, si maintenant c'est pas un projet Casco, je signalerai sous réserve de surprises inattendues. Il y aura peut-être un budget à prévoir pour ces surprises-là. Si c'est un Casco pur et qu'on voit véritablement tous les murs et que tout est à nu, il n'y aura pas de surplus. On est face à la réalité telle qu'elle est censée exister, et donc on tape les tubes là où ils sont censés être. Alors est-ce qu'on est vraiment face à la réalité, Lila? Est-ce que tu as tout vu quand tu as visité ton appartement, ou alors il y a des choses que tu as découvert, ou tu ferais les choses peut-être différemment maintenant? Est-ce que tu as fait appel à des experts pour t'accompagner, checker ou pas? Je pense que je l'aurais fait différemment, dans le sens où je serais peut-être venue avec plus de professionnels dans le métier directement, parce que moi je suis arrivée avec mes parents qui sont un peu dans le domaine, du coup ils ont su un petit peu me conseiller, mais c'est vrai que je pense que pour la prochaine fois il faut venir avec soit un architecte, soit un entrepreneur directement, pour pouvoir avoir un œil expert dessus et pouvoir justement avoir moins de surprises. Moi par exemple, j'ai eu un souci au niveau d'un permis que j'ai pas eu. Dans le sens où ça a été un appartement où il y avait, c'était une maison unifamiliale avec une chambre qui n'était pas communicante avec le reste de l'appartement de base, et je l'ai achetée comme ça, mais en fait à l'urbanisme elle n'était pas considérée dans l'appartement, donc j'ai dû introduire un permis et régulariser. Ça par exemple, ça a été une surprise que c'était pas de chance, quoi. C'est pas mal ça, Leslie. Ouais, en fait, effectivement, au niveau du candidat, il doit vraiment se sécuriser, puisque finalement, il va faire beaucoup de travaux, donc il doit être certain de la réglementation urbanistique et aussi de l'enveloppe, que les châssis, de tout ce qui a été rénové, toiture ou autre, soit en bon état. Donc, faire passer plusieurs entrepreneurs pour vérifier que tout soit en ordre, ou architecte. Oui. Alex? Justement, ce qu'elle dit là est juste. Dans ce genre de projet-là, je pense, et j'invite cordialement tous les futurs investisseurs ou tous les futurs propriétaires de Casco
de passer par un architecte. C'est vraiment, je pense, la personne la plus apte à pouvoir conseiller, suivre et anticiper la plupart des problèmes, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des contacts avec les entrepreneurs ou même avec tous les intervenants en fait. Oui, ça, parce qu'au final, ça coûte peut-être un peu d'argent, mais ça t'en fait économiser visiblement peut-être beaucoup. C'est vrai que toi, Leslie, tu as cette casquette finalement d'investisseur, donc ça peut être sympa qu'on fasse une petite parenthèse de secondes aussi pour les propriétaires qui nous écoutent, qui veulent devenir investisseurs immobiliers, passer de 1 à 2 à 3 et se lancer dans les biens Casco. Quels sont finalement tes devoirs à toi? Tu t'achètes, tu détruis, tu fais le gros œuvre pour que ce soit clean, mais en termes de certification, de l'information que tu dois donner finalement aux candidats acheteurs, il y a des particularités, des spécificités, des trucs importants à savoir? Oui, alors il y a beaucoup de choses à savoir. Bon, il faut savoir que moi, dans mon cas, la majorité des biens que je fais, je les rénove jusqu'au bout. Donc là, j'ai énormément de choses à fournir. Quand on vend un bien Casco, effectivement, il y a beaucoup moins. Pourquoi ? Puisque bon, on vide du contenu, on change les châssis par exemple, si c'était du simple vitrage on met du double, etc. On fait le nécessaire pour avoir des nouveaux compteurs ou des compteurs en tout cas suffisants par rapport au nombre de logements. Mais après, il n'y a pas de PEB, puisqu'il n'y a plus de chaudière, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc on fournit l'ancien PEB éventuellement si on avait du bien, mais voilà, ce sera à l'acheteur à ce moment-là de prendre ses responsabilités par rapport à des éventuelles ventilations, normes PEB, isolation, etc. Mais s'il n'y a pas de permis, il n'y a pas d'obligation non plus, puisque c'est le permis qui va donner des obligations. Par exemple, si on fait un permis sur une maison et qu'on le découpe et qu'on le revend Casco, là on va avoir des normes PEB importantes et elles vont être transférées à l'acheteur. Okay. Il y aura un transfert du rôle déclarant, c'est comme ça qu'on appelle ça, et donc c'est à l'acheteur qui devra lui mettre en œuvre et respecter le permis et respecter le PEB. Et s'il n'y a pas de permis, il n'y a pas beaucoup d'obligations. J'ai vu que dans Bruxelles Environnement s'est un peu intéressé aux immeubles Casco et a quand même précisé qu'il y avait aussi une certification qui était obligatoire. Donc il y a aussi un certificat PEB à aller chercher, même si le bâtiment n'est pas finalisé. Et tu dois aussi pouvoir donner cette information-là aux candidats acheteurs. Alors le problème, c'est que quand un bien est Casco, on n'a pas de chaudière, souvent. Et la chaudière fait partie intégrante du PEB, c'est-à-dire le système de chauffe de l'appartement, etc. Donc, on va changer les châssis, donc c'est déjà quelque chose. Mais est-ce qu'il va y avoir une ventilation mécanique double flux ou pas ? On n'en sait rien. Du coup, dans ces châssis, est-ce qu'on met des grilles de ventilation, ce qu'on appelle des invisivants aussi ? Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Comment va être rénové par l'acheteur s'il n'y a pas de permis l'appartement ? Il doit respecter une configuration pour être en ordre, on va dire, urbanistique, ou par rapport à l'acte de base qui a été envoyé préalablement à la commune pour la vente. Donc, chaque acheteur reçoit sur base d'un plan, même s'il n'y a pas de permis, une configuration. La commune l'a validée. Mais tout ce qui est énergétique, pour moi, sans avoir des ventilations, des grilles de ventilation, des chaudières, etc., c'est difficile de fournir un PEB. Alors pourquoi c'est obligatoire ? C'est une très bonne question. Ok, on pose la question. Si un certificateur nous regarde, qu'il n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur YouTube, évidemment, et sur toutes les plateformes sur lesquelles on se retrouve. Alors dans un instant, on va accueillir Anthony Urbain. Lila, rapidement avant de céder ta place, quel est le message que tu as envie de faire passer finalement à ceux qui nous ont écoutés et qui ont peut-être envie maintenant de s'intéresser un peu plus aux immeubles Casco ? Je pense que tu as déjà dit des choses. Tu as dit il faut y aller, il faut le faire. Tu veux rajouter quelque chose ? Mais je pense qu'au-delà du projet en lui-même, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui est finance. Je pense que c'est un aspect que tout le monde recherche aujourd'hui et je pense que c'est pour ça qu'il faut foncer. Après, je dirais à tout le monde, il faut du courage, quoi. Donc, courage. Écoute, en parlant de finances, on va l'accueillir. C'est notre monsieur, notre conseiller financier qui va prendre ta place. Merci Lila, en tout cas, et puis bonne chance dans tes nouvelles aventures. Et merci d'avoir fait l'exercice de venir derrière ce micro. Anthony Urbain arrive, quel charisme magnifique. Vous le voyez peut-être pas si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, mais venez sur YouTube, vraiment parce qu'on est beau. Il a sorti un petit polo, il fait de la pub. Ah là là là, et il commence à faire du placement de produits ici. J'ai pas le choix. Calme-toi, on va avoir des problèmes sur YouTube. J'ai pas le choix. Mais non, absolument pas. Bon, Anthony, tu as fait un petit check global. Tu nous as écouté, tu étais confortablement installé. Qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nuancer, apporter avant d'aller sur la question aussi un peu des crédits, des prêts ? Comment on peut aller chercher de l'argent pour financer tout ça ? Avant d'aborder les crédits, je pense que vous avez dit vraiment beaucoup de choses intéressantes. Effectivement, le fait de bien s'entourer, de bien savoir un maximum comment ça va se passer, le fait d'avoir un architecte, d'avoir des gens qui peuvent t'aider dans ce genre de projet-là, je trouve que c'est super important. Et je trouve effectivement que ce qu'elle a fait était très courageux parce que c'est rare les gens qui se lancent dans ce genre de projet
de suite. Voilà. Non, c'est clair. Comme premier investissement, c'est chaud, mais elle l'a fait. C'est pour ça qu'on l'a reçu ici. On reçoit que des pépites ici sur ce plateau. C'est pour ça que tu es là aussi. Calme-toi. Je commence à tomber amoureux. Je suis très calme. Pas devant tout le monde, arrête, c'est gênant. Alex, les travaux, c'est clairement le délire premier. Quand on achète un bien Casco, on est un peu perdu. On a fait un épisode sur comment bien choisir son entrepreneur qui a eu son petit succès. J'étais là. Tu étais là et on vous invite à aller le regarder à nouveau sur YouTube. Alors toi, effectivement, tu fais pas partie d'une grande entreprise, tu es un indépendant, tu es polyvalent, tu fais plein de choses. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit ok, moi j'adore votre délire les gars, mais moi j'ai 2 mains gauches, je sais pas faire de travaux. Quel est le premier réflexe à avoir? Se faire assister de quelqu'un qui a 2 mains droites. Déjà. Ok. Et comment on la trouve cette personne? On en a parlé, mais rapidement, les conseils toi avec ton expérience. Pour faire simple, déjà dans un premier temps, regarder autour de soi qui sont les gens qu'on connaît, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de se faire recommander d'autres personnes. Comparer, les rencontrer et essayer de sentir la vibe dans un premier temps, et puis la vitesse à laquelle la personne va vous répondre, la vitesse à laquelle cet entrepreneur va vous envoyer le devis, quel type de proposition il va vous faire, comment il va la faire, et ces éléments-là vous permettent déjà dans un premier temps d'avoir une sensation générale. Voilà. Question vraiment bête, je te rends compte, il y a un feeling, c'est super. Bon, il y a des gars qui sont très très forts pour faire passer un feeling positif. Est-ce que c'est maladroit de dire est-ce que je peux avoir tes anciens projets ou les coordonnées, peut-être des propriétaires pour lesquels tu as bossé, pouvoir les appeler, ou alors tout de suite ça va casser la confiance? Non, au contraire, on essaie de se mettre à la place du client aussi. On se dit, il ne nous connaît pas. Le minimum, c'est qu'il ait au moins une idée de ce qu'on sait faire comme travail. Donc, notre responsabilité en tant qu'entrepreneur, déjà c'est de répondre à toutes ces questions-là. C'est d'essayer de rassurer la personne qui est en face de nous, parce qu'ils font face, et je crois que la dame qui était ici a vécu une expérience unique. C'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc, être en face de quelqu'un qui pourra vous répondre à tout ça, ça va déjà soulager. Alors, pour répondre à ta question initiale, voir les projets antécédents est une très bonne idée, ne rompra absolument pas la relation, au contraire, ça peut même la renforcer. Ok, alors encore une question pour toi, mon Alex. Mais je suis vraiment en mode, je me mets à la place du gars maintenant qui est chaud de bricoler soi-même, tu vois. Moi, mon premier réflexe, d'aller chez Bricoplanète, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a des magasins, des endroits, tu sais, qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, quand on a eu l'habitude pendant 20 ans d'aller chez Bricoplanète ou chez Brico ou chez Hubo ou je ne sais quel autre magasin de bricolage? Est-ce qu'il y a des entreprises particulières ou des bons réflexes à avoir pour avoir des matériaux moins chers, quoi? C'est difficile à dire ça comme ça. Partage tes bons plans. C'est qui ton fournisseur? Est-ce qu'on peut y aller sans numéro de TVA? Vas-y, balance. Alors, pour faire simple, Brico reste intéressant pour les amateurs. Pourquoi? Parce que Brico a simplifié l'accessibilité aux matériaux, a simplifié l'accessibilité aux machines, à l'ensemble des éléments constitutifs de la rénovation. Mais ce n'est pas dirigé vers des professionnels. Il y a vraiment une différence entre Brico, Hubo et tous les autres. Les autres, je veux dire par là, vous avez M-Pro, vous avez Pulsar, vous avez Wurtz, vous avez... Pour les pros, mais est-ce que des particuliers peuvent aller dans ces commerces-là sans avoir de numéro de TVA? Certains oui, d'autres non. Donc ça dépend des magasins où on va. Et donc là, l'avantage là-bas, c'est qu'on aura des prix moins cher, mais on sera peut-être moins conseillé. Exactement. Ok, d'accord. Et je pense qu'une personne lambda, si elle rentre dans un magasin pareil, sera perdue. Ok, donc moi je retiens que Brico conseille bien. Donc si Brico nous écoute et qu'ils veulent sponsoriser cette magnifique émission, évidemment vous nous envoyez un petit message. On est toujours preneurs. Je tiens quand même à préciser, il y a une différence de qualité entre Brico et les autres. Okay. Quand je dis Brico, c'est l'ensemble des magasins do it yourself. Leslie, toi qui est un peu dans le réseau, tu as des bons plans à nous partager si on veut rénover un peu soi-même pour avoir des coûts matériaux peut-être un peu moins chers? Oui, moi j'utilise un numéro de TVA, donc forcément, même si je ne suis pas entrepreneur, j'ai d'une certaine manière des remises. Après, évidemment, je suis pas, l'entrepreneur. Donc, je vais acheter certains matériaux parce que je veux plus personnaliser, etc., que je livre sur chantier, mais c'est l'entrepreneur qui va s'occuper de tout parce que c'est pas du tout mon métier. Je suis indépendant, mais je suis genre avocat ou comptable. J'ai un numéro de TVA. C'est bon. Je peux aller dans ces magasins-là, on va pas dire... Non. Ok. Voilà. Et au niveau fiscal, je vais pas avoir si j'ai un contrôle, on va pas me dire pourquoi tu as acheté des plaques de Gyproc. Il faut le justifier. Voilà, ça doit être justifié, forcément. Okay. Ça doit être lié à l'activité, alors à ce moment-là. On a fait, ou on va faire, pour ceux qui nous écoutent peut-être, on va faire un épisode sur acheter en société ou en privé.
il y a peut-être aussi des informations intéressantes. Après, je sais pas quand ceux qui nous écoutent ou nous regardent vont voir cet épisode-là. Peut-être que celui sur acheter en société ou en privé a déjà été publié, mais allez voir, parce que je pense que c'est assez complémentaire aussi à ce qu'on vient de dire. Bon, Anthony, le temps passe. Parlons argent 2 secondes maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au bien Casco, un levier particulier activé, peut-être pour les travaux justement? Est-ce qu'on fait un prêt de travaux ou il y a d'autres techniques intelligente? Ouais, en fait, il y a pas mal de choses à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les règles que j'ai déjà expliquées par le passé sont toujours d'actualité. Donc, tout ce qui était quotité, tout ce qui était taux d'endettement, etc. Allez voir les vidéos pour ceux qui veulent connaître tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les travaux, si tu veux, tu peux toujours emprunter pour la totalité des travaux, donc ça c'est chouette. Alors il y a 2 types de travaux, 2 types de crédits que tu peux faire. La première, c'est faire un crédit de travaux mais qui est intégré, si tu veux, dans ton crédit hypothécaire, c'est-à-dire que ça va durer pendant toute la durée de ton crédit. Ça, idéalement, c'est ce que tu dois faire parce que forcément, vu que c'est étalé sur toute la durée, tu peux budgétiser facilement et tu peux lisser, si je peux dire ça, les coûts. Donc ça, c'est comme relativement chouette. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est que tu dois avoir un cahier des charges qui est impeccable. Donc on parlait tout à l'heure de se faire entourer, pas seulement pour budgétiser, mais si tu veux, les banques, elles vont libérer l'argent sur base de factures et sur base du cahier des charges. Je vais donner un exemple concret qu'on a eu et voilà, c'était un peu triste pour la personne, mais ils sont vraiment très, très stricts par rapport à ça. Si tu me dis que tu as un budget de 100 000 € et que tu me montres par A plus B que tu maîtrises, que tu maîtrises tout de A à Z, si je peux dire ça, avec en disant voilà, j'ai tel budget pour ma salle de bain, ok d'accord, mais dans ta salle de bain il y a quoi? Il y a le carrelage, il y a ça, et tu me détailles tout, c'est génial. Ce qu'on a eu avec une cliente, c'est qu'elle nous a détaillé le tout, et puis dans son détail, elle avait oublié de mettre des radiateurs. C'est tout bête. Tu dis ouais, mais tu dis ok, enfin j'entends. La banque a dit ok, elle a libéré les tranches pour tout, sauf les radiateurs. Et la cliente me disait mais enfin je comprends pas, en plus j'ai récupéré de l'argent là parce que finalement c'était un petit peu moins cher, j'ai une remise, j'ai fait un petit peu moi-même, j'ai fait ça, et puis au final elle dit ouais mais la banque a dit ok, moi je paye pas pour le radiateur. C'est comme ça, parce que tu l'as pas mis. Donc ça c'est la première chose, c'est que tu dois vraiment libeller tes devis, ton plan de travaux, si je peux dire ça, de la manière la plus précise possible. Ça c'est quand tu es vraiment dans la partie crédit hypothécaire et la banque libère uniquement sur base de factures, qu'on s'entende bien. À côté de ça, si plus tard tu vois que tu dois faire des travaux, tu peux faire ce qu'on appelle des crédits travaux. L'inconvénient, c'est que ce crédit travaux, si tu veux, il est sur une durée en général qui est plus courte. Donc c'est-à-dire qu'en termes de mensualité, ça va te coûter plus cher. Et même en termes de taux, en général, ça va être plus élevé. Donc il faut faire attention à ça. Les crédits travaux, c'est plutôt pour des rénovations qui sont, si je peux dire ça, un peu plus petites, quoi. Tu vas pas refaire toute une baraque avec un crédit travaux, sinon ça va faire mal, quoi. De mémoire, il y a un reel qu'on a posté sur notre compte Instagram de notre ami Ken qui avait fait le million. Et je pense qu'il avait expliqué qu'il y avait un mécanisme qui était intéressant où on pouvait jouer justement avec ce crédit-là pour éviter de payer finalement sa mensualité dans sa totalité. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est un crédit, sans te sortir le terme technique, mais c'est un crédit sur lequel tu ne payes que des intérêts sur la totalité de ton crédit pendant maximum, normalement, 2 ans. Et après, effectivement, tu commences à rembourser le capital. Donc ce qui est bien, ça peut marcher aussi pour un immeuble Casco, c'est que si tu trouves un super bon entrepreneur comme lui, par exemple, imagine que tu fais ton crédit travaux, donc je parle plutôt pour les investisseurs ici, hein. Tu fais ton crédit travaux, ou enfin quoique même pour le particulier, tu fais ton crédit travaux, c'est génial, il va super vite et tu l'as fait sur 2 ans, et en fait ce que tu laisses, c'est que tu laisses une petite partie de travaux, si tu veux, que t'as pas encore fait, ouais. Tu vois, et en fait la banque va dire ok, vu que c'est pas encore terminé, tu continues à rembourser que des intérêts, mais si ça se trouve, lui, vu que t'as fait un super bon prix, que tu t'es bien arrangé avec lui, etc., en fait tu peux t'arranger, quoi. Il a fini plus tôt, et donc du coup t'as peut-être encore par exemple 1 an, tu rembourses pas de capital. Ça c'est plus rare, hein. C'est plus compliqué. En général, ça prend plus de temps que prévu quand même. Voilà. Leslie, je vois que tu écoutes religieusement Anthony, tout ce qu'il dit, c'est ton quotidien, tu es d'accord? Tu as envie de nuancer, apporter d'autres bons plans? Oui, non, tout à fait, c'est exactement ça. Maintenant, au point de vue candidat, forcément, eux, ils achètent et ils vont devoir rénover. Donc il y a le crédit hypothécaire sur le bien qui est existant, tel qu'il est, Casco. Et puis il y a le crédit annexe ou je ne sais pas, complémentaire qui est sur les travaux et qui va être basé sur base des devis et du travail. Donc oui, c'est tout à fait ça. Mais qui est fait dans la partie hypothécaire. Donc en général, tu fais les deux en même temps. Donc on sait combien va te coûter ton bâtiment Casco. Et dedans, tu prévois déjà, entre guillemets, ton budget travaux, tu finances tout ça. Parce que si tu achètes juste ton immeuble Casco, tu fais tout en crédit travaux après, tu vas te faire buter sur le taux, quoi. Ah oui, mais donc la banque, elle considère peut-être aussi que d'entrée de jeu, même si les travaux sont pas faits, il y a une plus-value. Ce bien vaudra plus, ouais, j'imagine, au niveau hypothécaire, etc.
Et donc, ce qui est super important là-dedans. On va terminer là-dessus, Anthony, parce que le temps passe super vite. Donc vraiment, on termine là-dessus. Ok. Sorry de t'avoir coupé. Hein, mais... Non, mais fais comme t'aimes bien. Vas-y, je te laisse terminer. Je peux terminer quand même. C'est toi qui as le mot. Pour rejoindre aussi un point que tu as dit tout à l'heure, et ça c'est super important, il faut savoir que si tu veux certains travaux, tu parles d'expertise, donc ça c'est chouette, effectivement on va passer par un expert pour avoir une expertise après travaux. Donc selon justement de nouveau le cahier de charge que tu vas faire, donc c'est super important de le faire, tu vas avoir une expertise après travaux. Là où il faut faire attention, c'est que certains travaux sont plus valorisés que d'autres. C'est-à-dire que si par exemple tu fais tous des travaux énergétiques, bah en fait on s'est valorisé à 100% ou à 95%. Okay. Si maintenant tu fais des travaux qui sont, je vais dire, plus esthétiques ou qui ne sont pas d'isolation, bah en fait on va les valoriser à moins. C'est-à-dire qu'en gros, dans ton expertise, à la fin, même si tu as fait, je tape dans le tas, pour 300 000 € de travaux, ça ne veut pas dire que ton bien va prendre, d'après l'expert, 300 000 € de valeur. Et donc, tu devras peut-être encore financer une partie de ta part. C'est ce qui est sûrement arrivé à la demoiselle, justement, tout à l'heure. On continue la réflexion, le débat en commentaire, évidemment. On sait qu'on n'a qu'une demi-heure, plus ou moins, pour aborder les différents sujets dans cette émission. Donc, on continue à vous répondre, à réagir en commentaire. Donc, merci Leslie, merci Alex, merci Anthony. Les coordonnées, leurs fonctions, tout ça, c'est en commentaire de la vidéo. Si vous voulez aller les contacter, on vous retrouvera certainement dans un prochain épisode, un prochain rendez-vous. Et puis on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, plein de contenu, plein de belles choses qui arrivent encore. Merci les amis. Merci David. Et on remercie Anthony, nos partenaires. Merci. On remercie Eloya, PNV et évidemment Imovlan qui nous a rejoints dans l'aventure.